Jesus Christ, look at that. 15, 20 feet tall. Hey. 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 Hey, regardez, hier. Boom. Hey. Hey. Il était 7h58 et 50 secondes ce matin-là lorsque les aiguilles des appareils sismologiques de Jakarta s'agitent. Elles annoncent l'un des séismes les plus violents au monde et la série de tsunamis la plus meurtrière de l'histoire. De l'Indonésie à l'Inde, en passant par la Thaïlande, les Maldives et le Sri Lanka, ce 26 décembre 2004, entre eux, 216 000 et 223 000 personnes vont perdre la vie. On en parle avec Antoine Peignet. Bonjour. Vous êtes directeur des relations et des opérations internationales à la Croix-Rouge. D'abord, par où on commence quand on arrive pour aider les rescapés? Est-ce que c'est évidemment l'aide matérielle d'urgence, mais il y a aussi l'aide psychologique qui fait partie de votre mission? Alors, vous avez montré quelques images qui ont été tournées par des touristes. Donc, on a fait les deux en même temps. Dès le 27 au matin, on a mobilisé tous nos secouristes, 500 secouristes qui se sont rapprochés de Roissy à la demande du préfet pour commencer à accueillir les touristes qui ont été évacués. Il y a 1500 touristes qui ont été évacués, des dizaines de vols, dont 4 spécialement affrétés par le Quai d'Orsay. Et puis, nos secouristes sont aussi allés renforcer les consulats à Colombo, à Bangkok, pour faciliter le rapatriement de ces personnes prises au piège. En parallèle, nous avons envoyé nos équipes d'urgence. Donc dès le dimanche 26, j'étais en vacances, je suis rentré précipitamment et j'ai réuni autour de moi les collaborateurs qui gèrent ces urgences. Et le 27, nous avons envoyé une première équipe. Le 28, nous affrétons un premier avion qui emporte un dispensaire de campagne qui va arriver au Sri Lanka. Et le lendemain, nous affrétons un deuxième avion qui emporte un système de traitement d'eau. Voilà, donc ça, c'est les priorités. Le soin, l'accès à l'eau, et puis des bâches plastiques, des tentes au fur et à mesure pour que nous prenions le plus possible les besoins des survivants en compte. Alors, le grand public va effectivement être assailli d'images amateurs, tournées par des rescapés. On vient de les voir. Les journaux télévisés vont faire des éditions spéciales pendant plusieurs semaines. Ça va être un énorme événement. Est-ce que vous diriez que le traumatisme international est aussi lié au fait qu'il y ait eu, à ce moment-là, beaucoup d'Occidentaux en vacances sur place et que l'identification ait été plus grande? Certainement, absolument, sans aucun doute. Ça, et d'autre part, le lendemain de Noël. Clairement, ce sont deux facteurs qui ont provoqué une extraordinaire émotion dans le monde entier, une empathie, une générosité pour nous aider à répondre à la catastrophe. Ça vous a permis de récolter des fonds records? Tout à fait. Donc, dans le premier mois, après le 26 décembre, nous avons collecté 60 millions d'euros. Quelques mois encore après, nous atteignons le chiffre record de 115 millions d'euros. Nous n'avions jamais atteint, ni nous, ni les autres organisations qui collectaient des fonds, une telle somme de générosité, ni avant ni après. Cette déferlante de tsunami a mis plusieurs heures avant d'atteindre toutes les côtes et donc de finir sa course, a priori en Afrique. Comment expliquer que les gens n'aient pas été alertés plus tôt? Parce que les systèmes d'alerte n'étaient pas au point. Il y a un vrai déficit sur le champ de la prévention, de la préparation des catastrophes naturelles depuis des années et des années. La communauté, les pays essayent, la communauté internationale, les pays essaient de s'organiser depuis 1989 avec des grandes conférences qui se succèdent les unes aux autres pour sensibiliser les États à la nécessité qu'ils s'occupent du risque que leur population encourt en fonction du risque lié à des situations géographiques sur des failles ou par rapport à des cyclones. Et par une certaine ironie de coïncidence, en janvier 2005, quelques jours après le tsunami, était prévue à Kobe au Japon une de ces grandes conférences pour travailler sur la prévention des catastrophes naturelles. Quelques jours avant le démarrage de la conférence, les délégations étaient très petites, très maigres. Très peu de pays avaient décidé d'envoyer des gens de haut niveau. Et comme par enchantement, au regard de l'énorme catastrophe qui venait de s'abattre, 168 pays vont se mobiliser pour venir à cette conférence à Kobe au Japon et prendre là un engagement formel de renforcer, de créer pour l'océan Indien un système d'alerte. Alors l'alerte a été donnée dans quelques régions de l'Inde par exemple, mais l'information est extrêmement mal passée. Elle semblait même avoir été bloquée par crainte de désordre public. Est-ce que c'est aussi ça qui explique ce bilan absolument tragique? Alors pour ce qui concerne l'Inde, c'est votre question, n'est-ce pas? On peut quelquefois regretter que certains pays ne sollicitent pas l'aide internationale, sans doute par excès de souveraineté, pensant qu'ils ont les capacités de répondre aux besoins, ou par crainte, et là c'est plus questionnant pour notre mécanisme d'entraide internationale, ou par
par crainte d'un déferlement incontrôlé d'acteurs de l'aide. Ce fut le cas de l'Inde, effectivement, qui ne s'est pas associée aux autres pays affectés pour demander l'aide internationale. Malgré cela, nous avons décidé, pour ce qui concerne la Croix-Rouge française, d'affecter 20 millions d'euros pour aider dans le Tamil Nadu et le Kerala des communautés entières de pêcheurs et de leurs familles qui avaient été affectées le long des côtes. Et nous avons travaillé via des ONG indiennes et franco-indiennes. Et grâce à cet argent récolté, vous avez pu travailler combien de temps sur place? Est-ce que la reconstruction a été à la hauteur de vos ambitions? Nous avons travaillé 6 ans dans les 7 pays qui ont été affectés par ce tsunami sur les rives de l'océan Indien. Ça a été un engagement considérable pour la Croix-Rouge française. J'ai eu un total de 250 délégués expatriés, techniciens, médecins, ingénieurs, logisticiens qui se sont succédés. Nous avons embauché 1500 collaborateurs et nous avons dépensé la quasi-intégralité des fonds qui nous ont été confiés. Donc je peux dire que oui, les fonds que nous avons collectés nous ont permis d'être à la hauteur de ce qui nous avait été demandé par les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges des pays. Parce qu'il y a eu une polémique après ce drame. La récolte des dons a été tellement importante que Médecins sans frontières, MSF, décide à ce moment-là de les arrêter, pour les victimes du tsunami en tout cas. Vous, non. Est-ce qu'aujourd'hui, 9 ans après, vous estimez que l'argent a été utilisé comme il fallait ? Absolument. J'en veux pour preuve les 2 rapports que la Cour des comptes a fait pour vérifier la bonne affectation des fonds que les Français nous avaient confiés et s'assurer qu'ils avaient été conformes à la destination. Je pense qu'il y a eu une incompréhension, un quiproquo dans l'emballement de cette année 2005 où il y avait beaucoup de prises de parole et beaucoup d'émotions et peut-être beaucoup de propos un peu irrationnels prononcés par les uns et les autres. Médecins sans frontières s'est exprimé pour ce qui concerne cette ONG qui a considéré que son mandat s'arrêtait à l'urgence. Et on peut parfaitement comprendre que pour couvrir quelques semaines ou quelques mois liés à l'extrême urgence ou l'urgence, il n'y a pas besoin de dizaines et de dizaines de millions d'euros. Ça n'est pas le cas pour la Croix-Rouge et le plus grand nombre des acteurs qui avions répondu à la demande des acteurs locaux de rester durablement sur le terrain. En tout cas, assez de temps pour aider à la réinstallation des personnes. Passer le temps de l'urgence, les gens restent dans des camps provisoires, il faut continuer de s'occuper d'eux, et puis ensuite, il faut les réinstaller. Les réinstaller, ça veut dire participer à la reconstruction de maisons, d'écoles, de dispensaires, de systèmes d'adduction d'eau, autant de métiers qui sont tout à fait familiers d'un certain nombre d'acteurs humanitaires. Donc, il y a eu assez d'argent, pas trop d'argent, il y a eu assez d'argent pour permettre de travailler en confiance pendant 5 à 6 ans dans tous ces pays, sans être, comme c'est le cas souvent, obligé au bout d'1 an et demi, de commencer à rechercher de l'argent complémentaire pour rester fidèles aux communautés, aux populations qui nous font confiance et qui souhaitent que nous restions davantage après une grande catastrophe. Antoine Peigné, si je vous demandais de terminer cette phrase, le 26 décembre 2004, c'est le jour où, que diriez-vous? Je pense que c'est le jour où le monde s'est figé. Le monde s'est figé. Le monde entier s'est figé autour de cette catastrophe, a retenu son souffle. Il y a eu une extraordinaire émotion et tout le monde se souvient de ce 26 décembre 2004. Je pense que, quels que soient les postes que les gens occupent, les fonctions, leur âge, les plus jeunes comme les plus anciens, se souviennent de cette date du 26 décembre 2004. Merci Antoine Peigné d'avoir été mon invité dans Le Jour Où. L'information continue sur LCI.